My lucky number is 13. Bonjour et bienvenue dans 13, le podcast en français consacré à Taylor Swift. Mettez votre chapeau de cow-boy, sortez vos bracelets et suivez-nous dans l'incroyable univers de Taylor. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de 13. Je suis Natacha, je suis avec aujourd'hui ma Swiftie préférée. Honorine, c'est moi. Quand cet épisode sortira, nous serons le 31 décembre. Donc si vous nous écoutez le jour de la sortie, c'est super, merci beaucoup. Sinon, c'est pas grave, faites comme si vous nous écoutiez un 31 décembre. On s'est dit qu'on allait déboucher le champagne pour terminer cette année en beauté. Vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler de Champagne Problems. Et oui, c'est une chanson qui est issue donc de l'album Evermore, qui est le deuxième album de la pandémie, qui s'inscrit à la suite de Folklore, qui était sorti quelques mois plus tôt. Là, on est en décembre 2020. Cela dit, par contre, les thématiques qui ont été abordées dans cet album-là sont beaucoup plus sombres que dans Folklore, qu'on aime bien appeler son album sœur. Taylor, elle le dit elle-même souvent, Folklore représente le printemps et l'été, tandis que Evermore représente plutôt l'automne et l'hiver. Quel album c'est Evermore? Vous le savez, c'est mon album préféré. Je trouve que toutes les chansons sont d'une grande qualité, autant dans la narration que dans la production. J'irais même presque jusqu'à dire, et attention, je vais envoyer ma unpopular opinion, que effectivement Folklore fonctionne mieux dans son global, mais que Evermore a des chansons de meilleure qualité. Ça y est, c'est dit. Ouais, c'est vraiment un album hyper ténébreux, un peu mystique, un peu secret. J'entends qu'il soit pas facile d'accès pour tout le monde. C'est vrai que les chansons demandent un peu d'effort parfois pour comprendre ce qu'il y a vraiment derrière. Et c'est son côté secret, justement. Et puis surtout, pour moi, vraiment, là je parle de mes goûts à moi, en termes de production, il correspond vraiment à ce que j'aime le plus dans la musique. Donc ça me touche énormément. Je pense que c'est dû au fait que une grande majorité des chansons soient produites par Aaron Dessner, qui est musicien dans The National, qui est un groupe pour lequel j'ai une grande sensibilité. Donc voilà, ça a beaucoup de sens. C'est évidemment tout ce que j'aime dans la musique de Taylor. Mais j'aime plein d'autres choses aussi. Non, mais c'est un album extraordinaire et qui est vraiment sous-coté. Et c'est pour ça que c'était très cool de se pencher sur une analyse aujourd'hui. Peut-être que ça donnera envie aux gens d'explorer l'album un peu plus en profondeur. Puisque Champagne Problem, c'est seulement la deuxième chanson de l'album. Donc on est vraiment au tout début de l'écoute quand on prend dans l'ordre. Juste après Willow, qui a un côté très mystique, justement, comme tu le disais tout de suite. Pour le coup, Champagne Problems, elle est vraiment devenue hyper emblématique de l'album, de l'era Evermore. D'une part parce que les paroles sont très puissantes, très brutales, je trouve. Et d'autre part parce que la performance au Eras Tour, juste piano-voix, c'est un moment de grande connexion entre Taylor et son public. Donc je pense que forcément, c'est devenu un moment un peu emblématique du concert. Tu veux en parler? Tu veux nous décrire ce moment? C'est un des moments que j'aime le plus. J'ai adoré chanter cette chanson en live avec elle, mais à ce moment-là du concert, donc Taylor est au milieu de son set Folklore. Elle va au piano, elle prend quelques minutes vraiment pour parler avec son public. Donc elle parle de la tournée de l'Eras Tour, ce que ça représente pour elle. Elle nous remercie. On l'a déjà vu 50 fois. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'elle nous a calé le meilleur Easter egg de tous les temps. Parce que dans toute la première partie de la tournée de l'Eras Tour aux États-Unis, puis en Amérique latine, puis en Asie, elle disait tu as 5 albums pour lesquels tu n'as pas fait de tournée, mais comment tu vas faire? Tu vas tous les mettre dans un concert de 3h30? Et à ce moment-là, elle en avait pas 5, mais 4. Lover, Folklore, Evermore et Midnight. Donc quand on vous dit que les Easter eggs, c'est sous vos yeux et que c'est obvious, clairement, c'était ça. En finale, depuis mars 2023, on a ce Easter egg de Titi Piddy d'un nouvel album qui allait sortir. Personne n'avait capté vraiment jusqu'à ce qu'elle nous annonce la sortie de Titi Piddy en février 2024. Elle enchaîne en disant ce serait vraiment une expérience cathartique que de chanter Champagne Problem dans un stade. Et oui, clairement, ça l'était pour moi et j'espère pour vous aussi parce que c'était incroyable ce moment. Ouais, c'était vraiment incroyable. Et d'ailleurs, elle en avait parlé à la sortie d'Evermore. Tu te rappelles, elle avait fait une interview avec Apple Music et où elle disait qu'elle adorerait chanter Champagne Problems dans un stade. Donc au final, je pense qu'elle s'est juste fait un petit kiff en mettant cette chanson dans la setlist. Mais d'ailleurs, alors au moment où on enregistre cet épisode, on n'a pas encore les infos, mais peut-être qu'au moment où ça sortira, on en saura plus. Quand elle écrivait, à mon avis, Evermore et elle faisait la promo d'Evermore, etc., elle commençait déjà, à mon avis, à travailler sur l'Eras Tour. Elle l'a dû placer à ce moment-là, cette phrase-là. Ça devait pas être anodin, finalement. Ouais, c'est possible. Dans le trailer, il me semble qu'elle dit qu'elle a commencé à réfléchir à la tournée 2 ans avant le début. Donc, peut-être que c'était dans un coin de sa tête, en effet. En tout cas, pour moi, Champagne Problem, c'est probablement une de ses chansons les plus brutales. Ouais, c'est vrai. Franchement, la narration, elle est dingue. Donc, c'est ce qui fait aussi que c'est une chanson qui plaît autant. Tout est très travaillé. Il y a peu de mots
tu vois, par rapport à d'autres, je sais pas, tu prends une chanson comme Death by a Thousand Cuts, il y a beaucoup de mots différents, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Là, en fait, elle arrive à tout dire en peu de mots et du coup, c'est hyper puissant. C'est brillant. Ouais. Tout est très travaillé, la chanson en elle-même, enfin, en tant que tout, mais tu regardes toutes les composantes de la chanson, les paroles, le pont, la mélodie, tout est vraiment parfaitement enchaîné. Mmh. Et franchement, c'est une des meilleures chansons de Taylor Swift, toutes catégories confondues, quoi. Je valide ce propos. Comme dans beaucoup des chansons de ces 2 albums, Champagne Problem se place dans la narration d'un personnage fictif. À travers cette chanson, Taylor, elle va vraiment nous raconter l'histoire d'une femme qui va refuser une demande en mariage au moment de Noël. Autrement dit, tout l'inverse d'une comédie romantique de Noël. Et dans la publication de Taylor Swift lors de la sortie surprise d'Evermore, elle écrivait qu'il s'agissait de l'histoire de 2 amoureux à la fac qui avaient des plans très différents pour la même soirée. L'un voulait terminer l'histoire et l'autre avait apporté une bague. Ouais, c'est triste, hein. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que dans les crédits, on retrouve Joe Alwyn sous le pseudo de William Bowery, qu'on trouvait déjà sur Folklore et qui, a priori, aurait écrit une partie de la mélodie de la chanson. Alors, il y a évidemment une grosse théorie du complot autour de tout ça, mais on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui, sur le fait qu'il ait été crédité a posteriori, après la sortie de l'album. Mais bref, il y a eu un peu un truc chelou avec les crédits concernant Joe Alwyn sur ces 2 albums-là, mais on n'est pas là pour parler de ça. Ce qu'on voulait juste pointer du doigt aujourd'hui, c'était quand même l'ironie de voir qu'il est crédité sur une chanson où l'intrigue tourne autour d'une rupture et d'une demande en mariage, Mmh. En sous-ton de questions de santé mentale et de confiance en soi. ou plutôt de manque de confiance en soi, mais ça, on le verra dans les paroles. Donc pour le coup, est-ce que c'était prémonitoire? Est-ce que c'était un message caché? Est-ce que, voilà, je sais pas, mais On voulait juste le souligner. Voilà. exactement. Vous ferez vos petits maths tout seuls dans votre tête. Alors, Champagne Problem, ça veut dire quoi? C'est en fait une expression qui se traduit pas très bien en français, mais en gros, c'est ce qu'on dit quand on veut dire, ça, c'est des problèmes de riches. C'est des problèmes de champagne, c'est des problèmes qui sont pas comparés à des vrais problèmes du monde. C'est pas, voilà, c'est pas des problèmes très très graves, c'est très dérisoire. C'est important d'avoir cette notion en tête pour attaquer l'analyse des paroles que nous allons commencer tout de suite. Et on commence par le premier couplet, donc il y a quelques notes de piano bien sûr qui sont hyper reconnaissables. On a une narratrice qui semble du coup être une femme qui parle de son amoureux et elle dit "You booked the night train for a reason, so you could sit there in this hurt." Donc elle nous explique que lui, il a réservé un train de nuit pour ne pas être vu, pour pouvoir souffrir à l'abri des regards. Et donc la chanson commence après que la demande en mariage ait eu lieu pour qu'il puisse faire un peu le point sur ce qui vient de se passer. Et la plupart de la chanson, à vrai dire, ne nous explique pas grand-chose sur ce couple ni sur leurs problèmes, mais juste sur ce moment-là, vraiment un peu un gros zoom micro sur ce passage-là. Et ensuite, elle enchaîne Bustling crowds or silent sleepers, you're not sure which is worse. Donc, entre les foules bruyantes et les voyageurs endormis, tu te sens tellement mal que finalement, tu sais pas ce qui est pire, quoi. Mm. Donc, ça veut dire qu'il est si mal après cet événement que finalement, il n'arrive pas à savoir quel est le pire, le silence, le bruit, la foule, personne. Enfin, bref, on voit bien ce genre de moment où on sait plus ce qu'on veut tellement on n'est pas bien, quoi. Mm. De toute façon, tout est mauvais parce qu'en fait, l'amour de sa vie vient de lui dire non à sa demande. Voilà. Donc, Ouais, c'est ça. il est au fond de son trou. Là, elle nous a fait 2 phrases et nous a déjà raconté une histoire. Bah ouais. C'est pour ça, tu vois, avec très peu de mots, vraiment, très peu de mots très bien choisis, on a une histoire qui est incroyable. Ouais, Et et puis donc, c'est on très a, visuel aussi. ouais, complètement, complètement. On retrouve encore cette notion du train qu'on retrouve beaucoup dans Folklore, donc on a vraiment la continuité entre les 2 albums. Mm. Et puis donc elle dit Champagne Problems, donc c'est le premier de la chanson, le premier auquel le personnage est confronté. Le choix entre la foule ou le peu de passagers d'un train, bon, c'est pas non plus un choix cornélien, c'est pas un problème très grave. Et ça fait le lien, exactement ce que tu disais tout à l'heure, là, dans Folklore, on repense à The Last Great American Dynasty, où Rebecca rode up to the afternoon train. Et on aura pas mal de références d'ailleurs à cette chanson tout au long de la chanson sur Champagne Problem. Ouais, et du coup, elle enchaîne Because I dropped your hand while dancing. Donc pour moi, je vois peut-être un petit easter egg du clip de All Too Well 10-minute version où il y a cette histoire de tu m'as lâché la main, etc. Et puis elle enchaîne Left you out there standing, crestfallen on the landing. Donc crestfallen, c'est vraiment la personne, elle est laissée un peu seule, vide après une grosse décision. C'est un peu découragée, tu vois. Le narrateur, vraiment, il a déçu l'autre. Et tout ça, c'est des Champagne Problems. Parce que finalement, tout ça, c'est des problèmes de riches. Oui,
c'est pas des vrais problèmes de gens qui ont des vrais problèmes dans la vie, tu vois. On peut du coup y voir une référence au fait que la santé mentale, elle est souvent minimisée. On dit souvent même que la dépression, c'est un problème de riches. Et on voit bien comment on peut plus minimiser la dépression chez les gens du style «Ah, mais il souffre de dépression, mais ça va, il est riche, il est célèbre, il a pas de quoi se plaindre». C'est vraiment un discours qu'on entend encore régulièrement, malgré son absurdité. Et un discours qu'on a entendu aussi sur la santé mentale lorsque Taylor a été publique lors de la sortie du docu de Miss Americana en 2019, où elle s'ouvrait un petit peu sur ses troubles du comportement alimentaire. Non mais ça va, c'est une célébrité, elle est riche comme pas possible, on va quand même pas la plaindre. Ouais, exactement. Ça, c'est des champagne problems. Ouais, et c'est triste un peu. Mm. Ensuite, elle enchaîne Your mom's ring in your pocket, donc la bague de ta mère dans ta poche. C'est assez fréquent hein, dans pas mal de traditions que la bague de fiançailles se transmette entre les générations. On voit beaucoup ça aux États-Unis, dans les films, etc. Je pense qu'on a tous un peu des images de je vais donner la bague de fiançailles de mon arrière-grand-mère à ma meuf, et en fait, elle en est pas digne, tu vois. Ouais, ça nous Donc, explique qu'il est vraiment tellement amoureux d'elle qu'il est prêt à lui transmettre les bijoux de sa famille, quoi. À quel point il est à fond et que ce refus, finalement, bah, ça va complètement le dévaster, alors qu'il avait tout prévu pour que cette soirée se passe à merveille, autrement que ça, quoi. Ouais, et je repensais, tu vois, on parlait dans un épisode assez récemment des espèces d'hallucinations auditives, ce qu'on appelle en anglais les misheard lyrics. Et je pensais au fait que là, quand elle dit Your mom's ring in your pocket, on pourrait presque entendre Your mom's ringing in your pocket. Donc ta mère sonne dans ta poche. Ce qui bien sûr ne veut rien dire, mais tu vois, on imagine un peu la mère qui téléphone. Alors, est-ce que la demande s'est bien C'est tout passée bon. Et en fait, non, quoi. C'est terrible. Et on a aussi juste après ce My Picture in Your Wallet, donc pareil, tradition d'avoir la photo de la personne qu'on aime dans son portefeuille. Il l'aime beaucoup, il est très investi, au point de garder une photo d'elle dans son portefeuille. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de gens qui font ça. Non, mais c'est vrai, c'était un truc plus Des d'ancienne photos de génération. ses enfants, peut-être, plutôt. Ouais, t'as peut-être plus des photos de tes enfants maintenant, mais t'as pas tellement des photos. Mon mec a pas une photo de moi dans son portefeuille. Mais tu vois, pour le coup, ça, moi, ça me fait repenser à, tu sais, Dancing with Your Hands Tied, Reputation, meilleur album, où elle dit Your hands in my pockets, picture of your face in an invisible locket. Donc toujours ce truc d'avoir, tu sais, une photo de la personne dans un petit médaillon proche de ton cœur, etc. Quoi, il y a un peu ce truc-là. Your heart was glass, I dropped it. Ton cœur était en verre et je l'ai fait tomber. Bah, l'image, elle est très simple hein, et pourtant extrêmement forte. En quelques mots, elle arrive à nous expliquer des choses magnifiques. On pourrait penser que son cœur était en verre parce que potentiellement aussi, il était peut-être assez fragile. Lui, voilà, c'est une interprétation que j'ai eue. Et puis, je trouve que le fait qu'elle dise glace, ça fait aussi un clin d'œil avec le thème de la chanson, au verre de champagne, Le etc. verre de champagne, oui, tout à fait. Et donc, elle enchaîne encore avec un champagne problems. Finalement, tout ça, c'est des problèmes de riches. C'est un problème qui est minimisé. Et malheureusement, la douleur de chacun, elle n'est pas à minimiser. C'est pas parce que vous êtes riche, vous avez plein de choses dans votre vie que ce que vous vivez, c'est pas douloureux, finalement. Quand on vous dit non à une demande en mariage, ouais, c'est très difficile à vivre. Et en fait, lui, il aurait rien le droit de se ressentir parce que tout ça, c'est des champagne problems. Bah non. En fait, il est au fond du trou. Et d'ailleurs, quand on regarde le thème de la chanson, qui est la descente précipitée de ce couple après cette demande en mariage refusée, on fait le lien avec le champagne. Le champagne, c'est ce qu'on débouche justement après une demande en mariage. C'est complètement ironique d'utiliser ce terme-là autour de ce sujet-là. Et comme la demande n'aboutit sur rien, voilà, on l'appelle un champagne problems. Exactement. Et d'ailleurs, ça va se confirmer ça dans le couplet d'après. Donc elle commence en disant You told your family for a reason you couldn't keep it in. Donc là, on a un parallèle avec le premier couplet. Hein. Il y a ce for a reason. Manifestement, donc l'autre personne raconte tout à sa famille parce qu'il pouvait pas garder ça pour lui. Il était tellement excité, tellement enthousiaste de faire sa demande. Et donc là, on voit encore le décalage entre le tout début de la chanson où il est dans le train tout seul et ce qu'il avait prévu. Enfin, rien ne s'est passé comme il l'avait imaginé. Et justement, tu vois, la phrase d'après, elle dit Your sister splashed out on the bottle. Et en fait, cette phrase, elle peut avoir deux sens. Ça peut vouloir dire to splash out, ça peut vouloir dire qu'en gros, elle a dépensé une fortune dans la bouteille. Okay. Genre, elle s'est dit, vas-y, j'achète un champagne super cher parce que c'est une grosse occasion et ça vaut le coup de dépenser beaucoup d'argent dans un champagne. Et d'ailleurs, ça va être confirmé par la suite puisqu'elle parle du Dom Pérignon qui est un champagne très cher. Mais ça peut aussi vouloir dire, tout simplement, ça peut être le splash en référence, tu vois, au bruit que ça fait quand tu débouches une bouteille. Et donc, tu vois, tu t'imagines bien le champagne qui coule à flot, la joie, etc. Tu t'imagines trinquer avec tes proches. Sauf qu'en fait, now no one's celebrating. Personne ne fait la fête parce qu'en fait, il n'y a rien à célébrer. Le couple, c'est fini, terminé, bonsoir, ça n'ira pas plus loin, quoi. Et quand on fait une demande en mariage et que la personne dit non, c'est tragique, mais c'est terminé.
Ouais, je pense. Je pense que ça met un sacré coup de frein à la relation, en tout cas. Elle a lâché sa main, elle s'en va, elle le laisse esseler et sa sœur se retrouve avec sa bouteille de champagne dans les mains en mode, Ouais, un peu, ouais. Et d'ailleurs, donc voilà, comme je te disais, elle enchaîne Dom Pérignon, You Brought It. Donc, elle cite une marque de champagne très connue, le Dom Pérignon, très cher. C'est ce qu'on disait juste avant. Et encore une fois, pour le coup, c'est ce qu'on disait un peu plus haut, on peut voir une référence encore à The Last Great American Dynasty, puisque la légende raconte que Rebecca Harkness utilisait du Dom Pérignon pour nettoyer sa piscine. Et donc, on a d'ailleurs dans cette chanson Filled the pool with champagne and swam with the big names. On peut y voir aussi une petite référence là. No crowd of friends applauded, donc personne n'était là pour applaudir. Your hometown skeptic called it champagne problem. Alors, c'est cette phrase-là, Your hometown skeptic called it, on va en parler parce que va vous exploser la tête. Alors c'est fréquent qu'on retrouve chez Taylor Swift les sceptiques, ceux qui regardent sa vie, une espèce de foule anonyme qui juge, et donc on fait probablement partie, qu'on le veuille ou non. Vu que c'est son quotidien, c'est pas étonnant qu'elle en parle dans ses chansons. Mais ce sont précisément ces gens-là qui estiment que ces problèmes sont des problèmes de riches. Une autre interprétation, c'est le cold it. T'en parlais tout de suite. On pourrait l'avoir autrement, cette phrase. C'est comme si les hometown skeptics, donc les sceptiques, ils avaient dit auparavant, ça va mal se passer, elle va lui briser le cœur, elle va refuser. Et du coup, il manquerait un point, et ce serait la narratrice pour moi qui rajoute ce champagne problems. En fait, les sceptiques, ils avaient presque anticipé qu'elle allait rejeter sa demande en mariage parce qu'elle est fucked in the head. Ils en parlent après. Pour moi, c'est cette phrase-là, on peut la lire de deux manières, et c'est ça qui est génial. Ouais, le fait qu'on dise Your hometown skeptics called it, point. Le called it, dans ce cas-là, en anglais, il vient dire en gros, les sceptiques l'avaient dit. En gros, je te l'avais dit. Tu vois? Et t'imagines très bien, genre, les deux, tu vois, on parlait dans But Daddy I Love Him, les Ouais. petites bonnes femmes avec leur collier de perles, là, qui se tapent du cou de genre, hey, t'as vu, je te l'avais dit. Tu vois, il y a un peu ça. Pour autant, ça reste des champagne problèmes, c'est-à-dire que la narratrice, elle redit, en fait, c'est des problèmes de riches, tout ça. Ouais, et presque, il y a ce côté bien fait pour elle. Mm. Tu vois? Et ça, on va le voir un peu plus loin, justement, dans le ton, du fait que c'est peut-être elle qui rajoute ce champagne problems et qui porte un jugement elle-même sur sa propre santé mentale, mais ça, on spoil un petit peu. Elle enchaîne en disant You had a speech, you're speechless. Donc tu avais préparé un discours, mais finalement tu restes sans voix. Il s'attendait tellement pas à ça que finalement, voilà, il ne sait plus quoi dire. Love slipped beyond your reaches. L'amour a glissé trop loin pour que tu puisses le rattraper. I couldn't give you a reason. Je n'ai pas été capable de te donner une raison. Et là, attention, parce que ça va partir très très loin. Ouais, parce que là, moi, j'y vois clairement une référence avec The One, donc la première chanson de Folklore, où elle dit For my defense, I have none. Donc en gros, pour ma défense, en fait, j'ai pas de défense. Et là, elle dit I couldn't give a reason, je pouvais pas donner de raison. Tout ça, ça vient en opposition à l'autre personne dans cette relation, celui qui a fait la demande, qui manifestement ne fait rien sans raison. You booked the night train for a reason, you told your family for a reason. Cette personne, elle sait expliquer ses gestes, elle sait dire pourquoi elle a fait telle ou telle chose, alors que notre narratrice, manifestement, à cause de sa santé mentale, elle ne sait pas expliquer ses actions. Juste, elle peut pas dire oui à la demande. Et c'est ça le plus triste de tout ça, en fait, c'est que quelque part, elle sait même pas pourquoi elle a dit non, mais elle sait qu'elle devait dire non, quoi. Quelque chose qu'on a déjà vu en psychologie, certaines personnes ont des traumas si forts dans leur vie que peu importe ce que la vie va faire et va présenter à eux, ils vont continuer à croire qu'ils le méritent pas. Et donc du coup, en fait, elle arrive pas à exprimer, à donner une raison vraiment particulière pour dire pourquoi elle dit non. Peut-être juste tout simplement que voilà, elle se sent pas méritante. On n'en sait rien. Ouais, enfin, en tout cas, elle sabote la relation, clairement, quoi. Mais elle enchaîne encore. Champagne problems. Finalement, j'ai dit non à une demande en mariage, je sais même pas dire pourquoi. Est-ce que c'est pas un faux problème? Parce que tu vois, n'importe quelle personne, tu la demandes en mariage, si tu es en couple avec la personne qui te demande en mariage, normalement, tu peux quand même avoir une grande chance de dire oui. Et donc là, c'est ça la question qu'elle pose, c'est est-ce que finalement, dire non à une demande en mariage, c'est pas un problème de riche? C'est intéressant. Toujours cette double lecture. On ne sait pas quoi vous dire. Ensuite, c'est une toute petite interlude musicale à ce moment-là qui va nous emmener tout doucement vers le bridge. C'est juste parfait. J'ai pas les mots pour vous expliquer vraiment à quel point je trouve que ce moment, c'est de la pure magie, de mélodie, d'arrangement. C'est de la sorcellerie. Voilà. Je le redis. Qui va bien avec Willow, qui était juste avant sur l'album. Exactement. Et on arrive au bridge. Ouais. On est d'accord toutes les deux pour dire que c'est le meilleur bridge de toute la discographie de Taylor Swift. Ouais, franchement, j'ai beau défendre chaque jour Reputation de tout mon cœur et j'ai beau être une amoureuse de All Too Well, si je devais classer les ponts de Taylor Swift,
Champagne Problems serait clairement tout en haut de ma liste. C'est sûr et certain. Franchement, c'est sûr. C'est ce bridge qui va vraiment nous amener toute la dynamique et tous les éléments manquants de ce qu'on n'avait pas auparavant. Il va nous expliquer un petit peu ce qui se passe dans ce couple et il va nous donner plus d'infos, quoi, parce que pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose. Ouais, qu'elle commence Your Midas touch on the Chevy door. Donc ici, on a une référence au roi Midas, qui est un roi de la mythologie grecque, qui avait le pouvoir de changer en or tout ce qu'il touchait. Donc on peut y voir une référence au fait que sur cet album, la chanson suivante, c'est Gold Rush, donc littéralement la ruée vers l'or. On sait aussi que Taylor Swift, elle a beaucoup utilisé la métaphore de l'or pour parler de Joe Alwyn. Tout au long de sa discographie, les chansons qui font référence à lui, elle utilise beaucoup. It's golden. Voilà, merci. Est-ce que lui aussi, tout ce qui touche se transforme en or? Est-ce que c'est le genre de mec absolument parfait qui réussit tout ce qui lui tombe sous le nez? Est-ce que c'est le genre de mec parfait finalement qui réussit tout ce qu'il fait, qui est bon sous tout rapport? Voilà, c'est une question qu'on peut se poser. Oui, et puis donc on a quand même cette Chevy Door, donc la porte de la Chevrolet, qui est une voiture extrêmement commune aux États-Unis. Et donc on imagine bien en fait ces moments où, parce que donc on rappelle que c'est un couple qui se met ensemble manifestement à la fac, d'après ce que nous dit Taylor Swift, et ça va se confirmer dans le pont. Est-ce que, tu vois, il n'y a pas des petits moments où ils partent dans la campagne, en voiture, etc. Il lui tient la porte, ce genre de choses, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, ça se confirme dans la phrase d'après, November flush and your flannel cure. Donc le froid de novembre arrive et ton remède en flanelle. Alors cette phrase, évidemment, elle peut être perçue comme un gars-bien qui prête sa chemise en flanelle à la narratrice parce que justement, elle a froid, qu'il y avait cette vieille croyance qu'on pourrait qualifier de folklore dans l'ère victorienne, comme quoi la flanelle permettrait de se protéger des maladies de l'hiver, ce qui est bien sûr extrêmement faux. Mais on peut y voir aussi une métaphore d'un amoureux qui essaie de soigner, entre guillemets, la santé mentale de sa partenaire avec des méthodes inefficaces. On en revient toujours à cette idée qu'il essaie d'être un mec bien, quoi. Il essaie d'être un mec bien, mais en même temps, il la comprend pas. Tu vois, et moi, cette phrase, November flush and your flannel cure, elle est incroyable, parce que si tu la prends juste au pied de la lettre, tu peux dire, ouais, ok, il lui prête sa chemise parce qu'elle a froid. Mais c'est plus loin que ça. C'est comme tu l'as dit, c'est vraiment, en fait, genre, c'est comme si elle lui avait dit, écoute, je me sens pas bien, je pense que je fais une dépression, et il lui avait dit, bon, bois de l'eau. Tu vois, au soleil, ça va te faire du bien. Tu vois, il a envie de l'aider probablement, mais il la comprend pas. Il comprend pas ce que c'est, ce qu'elle lui dit. Et ensuite, on a une des phrases les plus emblématiques de la chanson. This dorm was once a madhouse. I made a joke, well, it's made for me. Alors, cet endroit était avant un asile et j'ai donc fait une blague en disant « Ah, c'est parfait pour moi ». Et donc, c'est la première référence dans la chanson où on a vraiment ces problèmes de santé mentale et aussi de l'université où ils se sont rencontrés. Donc, on en apprend avec cette phrase un peu plus sur leur histoire. On le sait, hein, l'humour, c'est souvent un bon mécanisme d'autodéfense. Donc, c'est en se moquant de sa propre santé mentale, elle le fait avant que quelqu'un d'autre le fasse à sa place. Le fait qu'elle utilise le terme dorm, donc le dortoir, c'est pas anodin. En fait, on repense au fait que justement Taylor expliquait qu'ils se seraient rencontrés tous les deux à la fac. Ouais. Et c'est une réalité, hein, certains dortoirs universitaires aux États-Unis sont d'anciens asiles psychiatriques. Parmi les plus connus, le Wilson Hall de l'Université de Miami, vous pouvez aller vérifier ce que je raconte, c'est complètement vrai. Initialement, c'était un bâtiment dans lequel on traitait l'alcoolisme, dans l'enceinte de plus de bâtiments qui formaient un hôpital psychiatrique, et c'est devenu un dortoir pour filles. Et ça n'a pas changé. Voilà. Donc c'est ironique que ce soit j'ai pris cet exemple-là, je trouvais ça ironique qu'on parle de champagne problems, donc le champagne qui est un alcool, et de ce Wilson Hall de l'Université de Miami qui traitait l'alcoolisme. Mais en effet, très connu aux États-Unis, il y a plein d'universités qui ont des bâtiments qui sont des anciens bâtiments d'hospice ou d'asile. Et d'ailleurs, il y a plein de facs où ça contribue un peu au folklore de la fac, aux vieilles légendes urbaines, etc. Où d'ailleurs on bisute un peu les premières années avec tous ces trucs-là. En tout cas, aux États-Unis, c'est vraiment connu, quoi. Et ensuite, cette phrase fantastique qui va nous emmener sur la dernière phrase fantastique. Tout est fantastique. Tout est fantastique. However green our group of friends don't think we'll say that word again. C'est un peu un passage un peu cryptique parce qu'en fait, elle nous parle d'un groupe d'amis qui serait pour toujours. Evergreen, ça désigne vraiment quelque chose qui n'a pas de fin, hein, qui dure pour toute la vie. Donc, c'est un groupe d'amis de la fac potentiellement qui allait durer. Les gens qu'on rencontre pendant nos études, globalement, c'est des gens qui vont marquer notre vie. Et puis, elle dit, je ne pense pas qu'on dira ce mot désormais. Waouh! Mais telle que la phrase est construite, on ne sait pas de quel mot il s'agit. Est-ce que Evergreen, c'est la fin de leur histoire? Est-ce que c'est le groupe d'amis qui va se dissoudre? Finalement, est-ce qu'ils se reverront plus? On ne sait pas. Ouais, on ne sait pas en fait qu'est-ce qui est qualifié de Evergreen.
Enfin, si, le groupe d'amis, mais la façon dont la phrase est construite, c'est quand même pas totalement clair. Et surtout, le fait qu'elle dise je pense pas qu'on prononcera ce mot maintenant. Ok, mais de quel mot il s'agit? Est-ce qu'elle parle de Evergreen? Est-ce qu'elle parle du groupe d'amis? Est-ce qu'elle parle du or? Donc le fait que ce soit notre groupe d'amis. L'interprétation est libre. Ouais. Moi je dirais que ce serait le groupe d'amis justement, mais après on peut. And soon they have the nerve to deck the hall that we once walked through. Ouais, et bientôt ils auront l'audace d'être heureux pendant que moi je suis triste. En gros, c'est ce qu'elle dit, parce qu'ils auront l'audace de traverser les couloirs que nous on avait traversés à une époque. C'est ce qu'elle dit là, mais c'est aussi rigolo parce que, enfin rigolo, c'est pas le terme, mais c'est aussi intéressant puisque Deck the Halls, c'est un chant de Noël très connu, et donc ça nous permet d'avoir une temporalité dans la chanson. On a à peu près le temps qui passe ici en fait, puisque tout à l'heure elle parlait du November Flush. Et là, elle nous parle de Deck the Halls, donc on voit bien qu'on est passé de novembre à décembre, en gros, on est passé de l'automne à l'hiver. Et donc, cette personne, elle imagine que ses amis vont aller passer des fêtes de Noël joyeuses alors qu'elle, non. Ils vont passer à autre chose alors qu'elle, non. Et donc, le plus triste dans tout ça, c'est qu'elle saura jamais dire pourquoi elle a refusé. Et pour le coup, là, je vois bien un lien avec Right Where You Left Me, dans les chansons de Muse d'Evermore, ce côté genre, le monde continue d'avancer, mais moi, non. Tu vois? Did you hear about the girl who lives in delusion? Ouais, voilà, exactement. Et ensuite, on arrive à un passage que j'adore, où elle dit « One for the money, two for the show. I never was ready, so I watched you go. » Donc, si on décompose un petit peu, « One for the money, two for the show », c'est le début d'une expression qui est hyper connue dans la langue anglaise, mais comme d'hab, elle prend une expression très connue et elle lui apporte un petit twist. Donc, « One for the money, two for the show », c'est le début d'une comptine pour enfants à la base, mais ça a surtout été très rendu populaire par le King, Elvis Presley. Lui-même. Voilà, dans sa chanson Blue Suede Shoes, qui est une de ses plus connues, clairement. Donc normalement, l'expression, c'est one for the money, two for the show, three to get ready, and four to go. Et c'est souvent utilisé comme un compte à rebours. Sauf que là, elle dit I never was ready, so I watched you go. Je n'étais pas prête, donc je t'ai regardé partir. Et comme c'est un compte à rebours, pour moi, ça vient renforcer un peu l'idée qu'elle s'est sentie pressurisée, elle a ressenti de la pression à donner une réponse, et que peut-être c'est en partie ce qui explique son refus. Et d'ailleurs, ce qui est génial, c'est qu'elle ait gardé le ready et go et elle a changé complètement le sens de cette phrase. C'est génial. C'est plus three to get ready, four to go, c'est I never was ready, so I watch you go. Et d'ailleurs, Taylor fait une autre référence à Elvis sur l'album dans Dorothea où elle parle de la ville de Tupelo dans le Mississippi, qui est la ville de naissance du King. Pour info, on fait pas que de la botanique. On fait aussi de la géographie. Après, on a cette phrase complètement iconique. Sometimes you just don't know the answer till someone's on their knees and asks you. Parfois, tu ne connais pas la réponse jusqu'à ce que quelqu'un soit à genoux et demande. Mais là, on en a déjà parlé. Tout le monde s'imagine une demande en mariage puisqu'elle en parle depuis le début, l'histoire de la bague, etc. Sauf que là, elle dit bien on their knees. Il y a bien un S à la fin de knees. Si vous faisiez comme moi en primaire, head, shoulder, knees and toes. On sait que les genoux, c'est knees, et qu'une personne qui fait une demande en mariage, normalement, elle ne se met pas sur ses deux genoux, elle se met sur un genou, et les deux genoux, c'est pas fait pour faire une demande en mariage, c'est fait pour implorer quelqu'un, c'est fait pour demander pardon, c'est fait pour supplier, c'est pas fait pour faire une déclaration d'amour. Oh, c'est terrible. Elle enchaîne avec la phrase la plus iconique de la chanson, qu'on adore hurler, que j'ai en bracelet d'ailleurs, que j'adore, et qui nous fout par terre à chaque fois. She would have made such a lovely bride, what a shame she is fucked in the head. They said. Qui t'a fait ce bracelet fucked in the head? C'est toi. Ils ont dit qu'elle aurait fait une si jolie mariée. Dommage qu'elle soit complètement cinglée. Les revoilà, donc les hometown skeptics, les gens qui jugent, qui minimisent aussi un peu les problèmes de santé mentale complètement de la narratrice. Finalement, ça peut être aussi qu'elle croit à ce qu'on dit d'elle. Finalement, elle se dit, en fait, c'est moi qui suis fucked in the head, au même titre que elle se disait que l'asile était fait pour elle. Elle s'imagine que tout le monde la trouve folle et parce que elle-même se trouve folle en fait. Oui, toute la phrase, elle est entre guillemets, et donc elle ajoute ce « they said » à la fin, qui est bien ce qu'elle imagine que les gens disent d'elle. Peut-être aussi qu'en fait, c'est ce qu'elle s'imagine, parce que quelque part, c'est ce qu'elle croit. Et là, elle se remet à parler à son amoureux en lui disant « Mais tu trouveras l'amour avec quelqu'un d'autre, et elle réparera ce que moi j'ai brisé. » Ouais, c'est beau, et c'est triste en même temps. Et elle dit « She'll patch up your tapestry that I shred », et ça, j'adore, parce qu'elle parle d'une tapisserie, ce qui est quand même globalement pas un truc que tout le monde a chez soi. Non, c'est pas hyper moderne les tapisseries. Voilà, mais la tapisserie, tu vois, on a cette idée d'un ouvrage hyper long, méticuleux, et en fait, moi, je vois une référence à l'Odyssée. Puisque dans l'Odyssée, Pénélope, elle attend Ulysse, qui est parti
faire je sais pas quoi. Son voyage. Sauf que donc Pénélope, c'est quand même une personne qui est très convoitée à Ithaque pendant que son mari est parti. Et comme son mari, il est porté pour mort, eh bien, on demande à Pénélope de choisir un nouveau mari. Et Pénélope, elle dit, ok, je vais tisser une grande toile, et quand j'aurai fini, je choisirai un nouveau mari. Sauf qu'en fait, elle défait sa propre toile chaque nuit pour procrastiner le fait d'accepter un nouveau mari. Et finalement, Ulysse revient, et donc elle n'a pas besoin de choisir un nouveau mari. C'est incroyable. On arrive sur ce dernier couplet qui vient boucler la boucle et terminer l'histoire qu'elle nous raconte. Cette personne-là, le vrai amour, elle lui tiendra sa main quand ils danseront, pas comme elle, qui l'a lâché au début de la chanson. Elle le laissera jamais tomber, même avec ses problèmes de riche. Ouais, ici, elle twist le premier couplet, en fait, mais en disant « L'autre, la future personne que tu rencontreras, elle ne te fera pas tout ça. Et donc, tu pourras lui offrir la bague de ta mère, c'est sa photo que tu auras dans ton portefeuille, your mom's ring in your pocket, her picture in your wallet, donc sa photo à elle. Et tu te souviendras même plus de mes problèmes de riche, and you won't remember all my champagne problems. » Ce sera une fin heureuse pour lui, mais pas pour elle. Mais quel banger, cette chanson! Ouais, elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Je ne m'en lasse pas, c'est-à-dire que je peux l'écouter plusieurs fois d'affilée sans me lasser de cette chanson. Il y a ce côté enivrant, si je veux faire une mauvaise blague, de la chanson qui me plaît énormément. Et puis l'histoire qu'on nous raconte, c'est surprenant, elle nous emmène vraiment d'un endroit à un autre en quelques mots. Enfin voilà, c'est du grand art. C'est du grand art, et en même temps, dans la mélodie, il y a ce côté très régulier. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve que la mélodie, Dans elle les est pas non accords, plus ouais. dans les accords, il y a un truc très régulier qui te berce un peu, qui est hyper agréable. C'est la seule chanson que je sais jouer au piano parce qu'elle est hyper facile et vraiment j'adore. Et je trouve que ouais, elle a ce côté un peu berceuse, un peu alors qu'en fait, elle te fout par terre quoi, vraiment, enfin. Oui, on n'est pas là pour faire des beaux rêves après ça. Non, mais par contre, moi je pense qu'on peut la lier à d'autres chansons sur l'album, et pour le coup, ma petite théorie, c'est que Champagne Problems forme un trio. Tu sais, comme dans Folklore, on a un trio de ces trois adolescents. Et bah pour moi, il y a un trio dans Evermore. Alors il y a d'autres liens entre d'autres chansons, hein. Toutes les autres chansons ont aussi des liens. Mais pour moi, Champagne Problems, on peut la lier avec Dorothea et avec Tis the Damn Season. Tis the Damn Season, quelle chanson aussi. Pour moi, toute l'histoire, en fait, elle se suit. Pour moi, tu as cette narratrice qui parle de Champagne Problems. Donc, en gros, elle l'a quitté, elle refuse la demande en mariage, et du coup, bah, ils se quittent. Du coup, tu as Dorothea qui, pour moi, peut être du point de vue de lui. Ouais, do you ever think about me? Et finalement, elle s'en est bien sortie, tu vois. Mais lui, il pense encore à elle. Et Tis the Damn Season, elle revient, et elle le voit, et elle se dit, putain, mais en fait, j'aurais jamais dû le quitter. Ouais. Pourquoi pas? Je l'ai jamais vu comme ça. C'est vrai que ce que j'aime dans Evermore aussi, c'est que justement, c'est des histoires bien découpées comme ça. Je trouve pas que... Alors, effectivement, je disais tout à l'heure que Folklore se tient mieux dans un sens, l'album tous ensemble, parce que l'histoire, je trouve, est bien ensemble, ça se dégage bien. C'est vrai que sur Evermore, j'ai du mal à trouver un fil conducteur, mis à part que j'aime tout. Mais ce n'est pas un fil conducteur, c'est juste mon goût personnel. Bah écoute, fais l'exercice, écoute ces trois chansons à la suite. Champagne Problem, Dorothea, même si je sais que tu l'aimes pas trop, et Tis the Damn Season. Écoute les trois à la suite et tu verras que dans les paroles, moi je trouve qu'il y a vraiment des liens qui se font entre les trois chansons. Et pour moi, c'est la même histoire. Ok. Faites l'exercice chez vous, je vous donne des devoirs pour cette nouvelle année 2026. Écoutez les trois chansons à la suite. Pour moi, c'est vraiment la même histoire. Une fois qu'on a dit tout ça, Natacha, qu'est-ce que tu écoutes en boucle en ce moment? J'étais chez moi en train de faire des trucs d'intendance, pas fun. Et j'avais mis une playlist de chansons françaises et passé Vivre ou survivre de Daniel Balavoine. Et étrangement, ça a fait écho à ce thème de Champagne Problems, puisqu'il dit quand même mais vivre en silence, en pensant aux souffrances de la terre et se dire qu'on n'est pas les plus malheureux, mais quand dans l'amour tout s'effondre, toute la misère du monde n'est rien à côté d'un adieu. Je me suis dit, c'est pas possible d'avoir un lien aussi beau dans une même journée. Donc, je voulais vous le soumettre parce que finalement, ça marche très bien. C'est vrai. Et toi, Honorine, qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? Écoute, depuis sa sortie au mois de novembre, j'écoute pas mal l'album de Orelsan. Ouais. Le dernier album, très cool. Tout comme le dernier album de Taylor Swift, il a essuyé des critiques pas fun de la part des médias français, mais du coup, je finis par me dire que juste, je ne serai jamais d'accord avec les journaux français, et voilà. c'est pas grave. Voilà, moi je trouve que c'est un très bon album, et j'ai très hâte de le voir en concert mi-janvier. Trop bien. Gros bisous à tout le monde.
bonne année. Merci d'avoir été là avec nous en 2025. Et ben, on se retrouve en 2026 pour toujours plus de Taylor Swift parce qu'on n'a pas fini d'en parler. Ah ouais, on a tellement de projets pour 2026, vous n'êtes pas prêts, donc restez avec nous et à très bientôt. Et voilà, c'était encore une belle journée pour parler de Taylor Swift dans notre podcast 13. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode et suivez-nous sur Instagram @13.podcast. Vous pouvez également nous écrire pour nous proposer des idées d'épisodes, des chansons analysées ou d'autres théories. Et d'ici là, à bientôt les Swifties. My lucky number is 13.